Diokwe, Malo Diokwe, ils ont tué mes parents Diokwe, Malo Diokwe. Avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. So if I see the military, so I'm afraid. Celui-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Diokwe ont-ils été tués? Des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Diokwe, Malo Diokwe, ils ont tué mes parents Diokwe, Malo Diokwe, ils ont tué mes frères Diokwe, Malo Diokwe, Malo Diokwe, Malo Diokwe, ils ont tué mes frères Diokwe, Malo Diokwe. Ils ont tué mes parents Diokwe, Malo Diokwe. Ils sont venus du nord du pays, oh Lord. Ils ont atterri à Diokwe, oh non. Ils se sont emparés de la vie, ils l'ont encerclé, ils l'ont coupé, sous la vigilance de l'ONU, devant le silence de Babylone, François Kempsey, 1000 jeunes ont été exécutés. Allô, Diokwe. On va regarder le clip de Serge Kassi un peu. C'est signé Serge Kassi. Je n'ai aucun droit sur la musique. Devant le portail de l'Odyssée, oh Lord, des femmes ont crié au secours. Jamais le portail ne s'est ouvert. Partagez la vidéo. Toute la nuit ils ont tiré. Les jeunes ont été exécutés. Allô, Diokwe, allô, Diokwe, ils ont tué mes parents Diokwe, ils ont tué mes frères Diokwe. Partagez la vidéo. Allô, Diokwe, allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents Diokwe, allô, Diokwe. Allô, Diokwe, allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents Diokwe. Écoutez, c'est Serge Kassi. Ils ont tué mes parents Diokwe. Merci à toi l'artiste C'est la Croix-Rouge qui... Serge Kassi. Merci infiniment, peuple de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Soyez tous salués, peuple d'ici et d'ailleurs. Benzo
Benzaï, sois salué. Maman Naomi Fleur, sois salué. Soyez tous salués, peuple d'ici et d'ailleurs. On va marcher. On va marcher et si... Oui, tranquille, merci infiniment pour le direct, merci. Si on a la possibilité de marcher pour la Guinée, on a la possibilité de marcher pour le Mali, le Burkina, le Tchad et tous les autres pays, et même quelquefois l'Ukraine, ce qui est en Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait le courage à un moment donné de se lever, de donner de la voix. Je voudrais ici saluer tout le monde. Je voudrais particulièrement saluer la marcheuse, celle que j'appelle la marcheuse Nina La Lyon, que j'ai surnommée la marcheuse, puisque moi je suis le marcheur, qui tout à l'heure vient de marcher. D'ailleurs, je devais marcher par rapport à ce sujet depuis hier. Ben, j'étais un peu occupé, donc ce n'était pas évident. Alors, suite à sa marche, puisque je suis allé même sur sa vidéo, j'ai commenté et dit que j'allais marcher suite à sa marche. Kwasi Maurice Wanga soit salué, invitez tous les gens du RDA, invitez tous les Probabo, les Prosoro, tout ce monde, faites-les venir. Dites-leur que le fédéral 001 est là et pour que je marche très fort. Adoré Jean-Luc Brégui, soit salué, mon ami et frère. Soyez tous salués, So Mohamed, soyez salués. Alors, chers amis, j'ai un seul sujet. Je n'en ai pas deux. Juste un seul sujet. Il s'agit donc du président Laurent Gbagbo. Je le dis ici, celui qui veut apprendre à comprendre fédéral, partagez la vidéo s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo. Laissez-moi que je regarde les partages. Partagez parce qu'il faut qu'ils sentent. J'ai tagué le président Laurent Gbagbo et tout le monde doit voir. Partagez la vidéo au maximum. Ce n'est pas beaucoup encore. Partagez au maximum la vidéo. Ce n'est même pas encore ça. Partagez au maximum la vidéo. Aïe. Alors, j'ai un seul sujet dans mon box de communication aujourd'hui. Il a trait donc à la visite du président Laurent Gbagbo. Mais je vais vous dire, avant de comprendre fédéral, il faut comprendre pour l'essentiel que fédéral est un activiste, est un communicant politique. Il est pro-Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Je suis avant tout pro-Côte d'Ivoire. Les questions d'obédience politique, c'est vrai, il faut exister au sein d'un instrument politique pour continuer la lutte. Mais moi particulièrement, je suis d'abord pro-Côte d'Ivoire. Et ce que j'appelle pro-Côte d'Ivoire, c'est tous ceux qui sont anti-ouattaristes à la base. On est d'accord? Donc ne venez pas me dire ici, non, tu es PPACI ou bien tu... Non, moi je n'ai rien à foutre avec. Moi, je n'ai rien à foutre avec tu es PDCI, le jour où je parle de Bédi, on dit non, je ne suis pas dans ça. Hein. Non. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire et c'est le sang Côte d'Ivoire qui coule en moi. C'est terminé. Que tu sois soroïste, que tu sois PDCiste, baboïste, non, moi, je n'ai rien à foutre avec. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire et celui que j'appelle pro-Côte d'Ivoire, c'est l'homme qui n'aime pas Alassane Dramane Ouattara. Parce que moi, je suis anti-ouattariste à la base. Écrivez anti-ouattariste à la base. Avant d'écrire plus tard Fédéral Marche. Donc, je suis anti-ouattariste à la base. Alors, tout ce qui est anti-ouattariste, moi, c'est mon affaire. C'est tout. Donc, pour apprendre à me cerner, ne me cernez pas tout de suite par rapport à une configuration politique. Non. Si vous faites ça, vous avez fait une mauvaise lecture. Parce que demain, je viendrai parler du président Bédier, je viendrai parler du président Laurent Gbagbo, je viendrai parler de Guillaume Soro, je viendrai parler pour tout le monde. Mais anti-ouattariste à la base. J'espère qu'on se comprend maintenant. Donc, parce que j'ai vu sur certains commentaires certains commentaires sur la vidéo de ma soeur Nina La Lyon,
J'ai vu certains commentaires sur le truc de Lina la Lyon. Vous ne connaissez pas fédéral. Donc, apprenez à me connaître. Je suis anti-ouattariste à la base. Donc, je suis pro-Gbagbo, je suis pro-Soro, je suis pro-Bédié, je suis pro-Blé-Boudé, mais tout sauf Draman. Est-ce qu'on s'entend? Voilà. Donc, je ne suis pas dans les considérations de configuration politique. Non, non, non. Là, je viens, c'est mon instinct de Côte d'Ivoire qui parle. Point barre. On est d'accord? Oko Sissi, Baba Nicolo, merci beaucoup, mon ami et frère. On est ensemble. Choc. Normalement, toi, c'est Côte d'Ivoire, tu connais à faire. En temps normal, il faut que tu marches. Merci infiniment d'être là. Le président Laurent Gbagbo, après avoir donc été acquitté, je vous dis, c'est mon instinct Côte d'Ivoire qui est en train de parler maintenant, et puis vous allez comprendre. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être là de notre vivant et puis des gens vont tenter de travestir l'histoire. Jamais. Nous, on a communiqué déjà cette crise-là à nos enfants qui vont la perpétuer. Donc, ce que vous faites, vous vous amusez. 2002, quand il y a eu 2002, déjà, moi, j'étais en train de passer le bac. Donc, 2003, déjà, je suis déjà à l'université. Alors, vous imaginez, de 2002, 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai eu le temps de perpétuer. Et comme aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, nous allons consigner ça ici. Voilà. Alors, le président Laurent Gbagbo est libéré le 31 mars 2021. Il quitte de prison, il sort de prison. Le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo foule le sol de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il arrive, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, aussitôt il entame une visite, des tournées de visites, de fraternité, de cohésion sociale, d'union. Vous avez vu le parterre de personnes d'invités qui ont donc été reçues un peu partout. Chez lui à Mama, un peu partout à Daoukro, il a été voir le président Laurent Bédié, il a été voir tout le monde. Et lorsqu'il y a une dernière visite, je crois il y a de cela 2 ou 3 mois, une importante délégation des gens de l'ouest du pays, notamment au niveau de Diogoué, sont allés rencontrer à Mama. Et après cette rencontre, il leur a donc fait la promesse de pouvoir organiser une rencontre, une visite chez eux-mêmes, sur les terres de leurs ancêtres. Donc à Diogoué. Écoutez-moi très bien. Alors, cette rencontre ayant été bien concoctée par les soins donc, de la direction de son parti, qui est le PPACI, des missions d'évaluation sont envoyées sur le terrain. Justin Kone-Katina, qui est donc porte-parole du président Gbagbo, a donc procédé par une consultation communautaire directe pour s'imprégner naturellement des réalités sur le terrain et préparer le terrain, permettre à ce que la délégation officielle arrive. À peine Justin Kone-Katina, l'Orunion Marie-Odette, que je cogne chaque fois, de temps en temps, à peine cette délégation, ce qu'on appelle, quand on était au niveau du Front populaire, ceux qui vont, avant que la délégation officielle arrive, on les appelle les précurseurs. Donc la délégation des précurseurs arrive déjà sur le terrain pour une mission d'évaluation. Ils sont face à un mur de refus. Donc des voix se lèvent. Je vous fais écouter, parce que c'est ça le plus important de la communication. Est-ce que j'ai l'élément? Mon Dieu, attendez, ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas, 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 ne quittez pas. Oh là 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 là. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, je pense que je vais vous relater ça à partir de ma page. Des voix se lèvent. Des voix au niveau de l'ouest du pays se lèvent. C'est-à-dire des personnes qui ont été instrumentalisées à souhait se lèvent et donnent de la voix. Je vais vous lire ça rapidement.
Écoutez-moi très bien. Des voix vont se lever pour tenter de saper le moral des gens. Présenter la visite du président à l'ouest du pays, parce que vous savez, je vous le dis honnêtement, le peuple guéré est le peuple qui a été le plus fidèle au président Gbagbo, en dehors des Atiers, naturellement. Parce que les Atiers, au regard des élections de 2000, je crois qu'il y a eu 100% du peuple Atier. Mais le bastion de l'ouest a été celui-là qui a été encore le plus fidèle au président Gbagbo. Je parle aussi des Adiokrou qui ont été un peu fidèles. Alors, des voix vont se lever pour tenter de s'opposer à l'arrivée, à la venue du monsieur dans l'ouest du pays. Là où il a compris la nécessité d'aller pleurer auprès de ses parents, partagez-moi ce truc-là. Là où il a compris la nécessité d'aller se pleurer auprès de ses parents, des voix vont se lever pour tenter de saper le moral des gens en présentant la venue du monsieur dans l'ouest du pays comme étant celui-là qui va venir pour raviver les tensions. Mais mieux, il y a une autre accusation qui est faite au-delà de cela. On présente ici Gbagbo comme celui-là qui vient pour raviver les tensions parce qu'on dit que sa visite à l'ouest du pays se fait sous fond de commerce électoral, sinon que sous fond de commerce politique. Écoutez-moi très bien. On dit et ils disent que sa visite se fait sous fond de commerce politique. Et qu'il vient pour réveiller les vieux démons. Or, ce que vous devez comprendre, depuis l'avènement de la crise de 2011, 2010, 2011, lorsque Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir et que les populations ont été massacrées, il n'y a eu aucune journée de compassion à l'endroit de ces populations meurtries qui ont été pratiquement dépossédées de leurs terres. Je vais vous montrer des vidéos, je suis là. Mais partagez ce truc. Alors, Gbagbo arrive. Gbagbo arrive, il va voir ses parents. Mais c'est les parents de tout le monde. Puisque depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as jamais pu initier une rencontre pour aller rencontrer les populations, les consulter, leur apporter toute la compassion de l'État. Puisque c'est toi qui os affaires. Gbagbo décide donc d'aller le faire. Puisqu'ils ont été massacrés pour la plupart en son nom, il décide donc d'aller le faire. On leur dit qu'il vient pour réveiller les vieux démons, il vient pour raviver les tensions, mais mieux, on dit qu'il y va pour préparer un coup, je vais dire pour commencer à conditionner les populations pour un soulèvement futur pour 2025. Écoutez-moi très bien. On dit qu'il va pour préparer les populations, les conditionner pour 2025. Mouchi Assamoah soit salué. Et mieux, voilà un homme qu'on va mettre sur le coup dans un premier temps, qu'on appelle Pierre Gaoudi Oulata. C'est lui qu'on va mettre sur le coup, Gaoudi Oulata, qui était donc le patron du GSPR, du groupement de sécurité présidentielle, à l'époque sous le président Gbagbo, qui lui-même a effectué des missions importantes au niveau des Nations Unies, au niveau des États-Unis du moins, qui avait pratiquement toute la position du président, mais à un moment donné, il commençait à jouer, faire volte-face, donc le président a dû se séparer de lui. Et c'est ce Gaoudi Oulata qui est un natif de l'Ouest, c'est ce Gaoudi Oulata qui s'oppose à l'arrivée du président Gbagbo à l'Ouest pour aller rencontrer ses parents. Bengue Fashion Yao, soit salué. Il dit, tu as tombé sur moi. Non, jamais. Juste après, tu me rappelles, on s'attrape tranquille. Il n'y a même pas de souci. Anselme Oji, soit salué. Et donc, Gaoudi Oulata, avant-hier déjà, va organiser une conférence de presse. J'avais l'audio, mais je vais simplement vous lire ce qu'il a dit. Gaoudi Oulata va organiser une conférence de presse. Gaoudi Oulata va organiser une conférence de presse. Excusez-moi, celui qui m'appelle, attends, excusez-moi. Gaoudi Oulata va organiser une conférence de presse. Et voilà ce qu'il va dire en substance. Et je vous rappelle ici que Gaoudi Oulata
est donc membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une institution qui se fait donc l'écho des aspirations, qui est comme une caisse à résonance pour le pouvoir en place. Je vous ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos comment est-ce que Dramane, n'ayant aucune légitimité au niveau communautaire, a pu mettre sur pied un instrument qui va donc juguler toute l'action communautaire à travers donc la mise sur pied de ce qu'on appelle la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, puisqu'il n'a aucune légitimité au niveau communautaire, au niveau régional, en Côte d'Ivoire. Donc, Gaoudi Oulata est membre de la Chambre nationale des chefs et rois et traditionnels de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez très bien? Et donc, c'est Gaoudi Oulata qui dit ceci. Il dit, le voici d'abord, je vous le présente, ce vieux sénile-là. Je vous le présente. Voici Gaoudi Oulata. Vous le voyez bien, non? Gaoudi Oulata, ce vieux sénile. Alors, voilà ce que Gaoudi Oulata dit. Il dit, c'est moi qui ai dirigé l'armée qui a installé Gbagbo au pouvoir le 26 octobre 2000. Il le sait, demandez-lui. Écoutez-moi très bien. Peut-être que je serai un peu diffus aujourd'hui, mais écoutez-moi très bien. C'est moi, c'est-à-dire lui, Gaoudi Oulata, ce vieux sénile, c'est moi qui ai dirigé l'armée qui a installé Gbagbo au pouvoir le 26 octobre 2000. Il le sait, demandez-lui. Gaoudi Oulata dit que c'est lui qui a installé Gbagbo au pouvoir en octobre 2000. Ça, c'est Gaoudi Oulata qui le dit. Il dit, le 26 octobre 2000, c'est lui qui a installé Gbagbo au pouvoir avec l'aide de l'armée. Bon, vous voyez, c'est des gens qui veulent traverser l'histoire. Je parle du même Gaoudi Oulata qui a bénéficié d'un poste nominatif au plus haut niveau de l'armée de Côte d'Ivoire en occupant des postes de responsabilité les plus importants au niveau de l'armée de Côte d'Ivoire. En tant que commandant du GSPR, du groupement de sécurité. Arrêtez de m'en... excusez-moi. Le groupement de sécurité présidentielle, le GSPR, Gaoudi Oulata, il dit, je le cite, hein, c'est moi qui ai dirigé l'armée qui a installé Gbagbo au pouvoir le 26 octobre 2000. Il le sait, demande-lui. Déjà, il est en train de travestir l'histoire. Parce que nous sommes des contemporains. En tout cas, la politique de 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes des contemporains. Donc, dites à Gaoudi Oulata, l'homme d'Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur. Écoutez-moi très bien. Je vous ai toujours dit, moi, je suis anti-ouattariste à la base. Donc, celui qui est en train de me chercher au PDCI qui ne me retrouve pas, qui est en train de me chercher au GPS qui ne me retrouve pas, ou qui est en train de me chercher au PPACI qui ne me retrouve pas, là où il doit me retrouver, là, c'est que je suis anti-ouattariste à la base. Tant que tu es contre Dramane, moi je suis avec toi. Donc, comprenez-moi bien. Mais on ne va pas trop faire le récital de ce qui s'est passé en 2000. Mais tout le monde sait très bien comment Lydie Baïk n'ont pas voté ou élu. Soit salué, Soraï Kim, merci infiniment d'être là. Partagez le truc là au maximum. Je vais me défouler aujourd'hui un peu. Tout le monde sait combien de fois les élections de 2000, juste un rappel, tout le monde sait combien de fois les élections de 2000 ont failli être pris, ont été pris en otage, la proclamation des résultats ont été pris en otage lorsque Honoré Guy a été embastillé par Robert Gueye. Tout le monde sait cette histoire. Mais déjà pour dire à Gaoudi Oulata, c'est un menteur. Gaoudi Oulata est un menteur. Et c'est le peuple qui, de façon spontanée, suite à l'appel du président Laurent Gbagbo pour réclamer sa victoire, est descendu spontanément dans les rues. Et donc, vu la fougue, la haine du peuple, à un moment donné, l'armée était obligée de fraterniser avec le peuple. Mais sinon, rappelez-vous bien, quand vous prenez le cas de Boka Yapi, est-ce que Boka Yapi n'a pas fait massacrer les gens au niveau du plateau? Mais c'est la détermination du peuple qui sont arrivés donc à bout
Et à un moment donné, l'armée est obligée de fraterniser. Mais nous, ce n'est pas à nous, il va dire ça. Donc c'est un menteur, ce Gaoudi Oulata. Il dit, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans l'histoire sans mérite. C'est Gaoudi qui parle, hein? Je vous montre Gaoudi encore. Pour ceux qui n'ont pas vu Gaoudi Oulata, ce vieux sénile. Voici Gaoudi. Le voici, hein, Gaoudi Oulata. Parce que nous, là, de notre vivant, on ne peut pas être là pour que l'histoire soit tronquée. On ne peut pas accepter. Peu importe là où on se retrouve, mais l'histoire qui est réelle de la Côte d'Ivoire, où Draman veut tenter de travestir l'histoire, non, 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 on ne pourra pas. Écoutez maintenant. Il dit c'est quelqu'un qui veut rentrer dans l'histoire sans mérite. Bon. Demandez à ce Gaoudi Oulata, j'aurais pu le taguer même, de quel genre de mérite il parle. Si c'est le mérite intellectuel, le gars, il n'a rien à se reprocher. Je sais que ce n'est pas au niveau intellectuel. Maintenant, si c'est le mérite politique, maintenant tu fais fausse route, Gaoudi. Parce que le mérite politique, si aujourd'hui il y a RDS, si aujourd'hui il y a pas PDCI, si aujourd'hui il y a RDS, si aujourd'hui il y a PPACI, il y a FPI, il y a RHDP, il y a tous ces partis, il y a GPS, il y a UDPCI, il y a tous ces partis politiques, mais c'est un nom en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui il y a la pluralité d'expression en Côte d'Ivoire, la pluralité de partis politiques, c'est un nom. Le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est un nom. C'est lui qui est Babou. On peut le combattre. Mais de quel genre de mérite il parle? Mais il faut la reconnaissance du mérite. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on appelle Laurent Gbagbo. Même si on n'évolue pas dans les mêmes obédiences politiques pour l'instant, mais le père du multipartisme en Côte d'Ivoire qui permet à chacun de pouvoir exercer au sein de sa dénomination politique, c'est Gbagbo. En Côte d'Ivoire, on a plus de 1000 partis politiques qui sont dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur. Il y en a plein comme ça, mais c'est Gbagbo. Donc, de quel type de mérite il parle? Gaoudi, tu es un menteur. Est-ce que vous suivez très bien? Donc, ni au niveau politique, il a du mérite, au niveau intellectuel. Il est le seul, à la différence d'Alassane Draman Ouattara, au moins, qui a fait des archives, qui a dû faire de la documentation, qui a écrit, à la différence de votre Draman, qui lui dit avoir fait un PhD, mais dont les écrits n'ont jamais été consignés dans les annales de l'histoire, de l'économie, au niveau africain comme au niveau sous-régional. Ça n'existe pas. Draman n'a aucun bouquin. Alors, quand il dit ici, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans l'histoire sans mérite, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, dites à Gaoudi, François Boctan, soit salué mon ami et frère. Dites à Gaoudi Oulata, celui qui veut s'opposer à la visite du président, c'est un menteur. Il dit, il a été un porte-malheur pour le peuple ouai. Bon. Il dit qu'il a été un porte-malheur. C'est Gaoudi qui parle. Hein? Il dit que Gbagbo était un porte-malheur pour le peuple ouai. Bon, à ce que je sache, il y a eu quand même des cadres qui ont occupé des fonctions importantes au sein de l'administration. Hubert Oulaï, hein? Lui-même Gaoudi, il y en a plein, en tout cas. Le porte-malheur dont il parle, ça, je ne sais pas de quoi il parle. Mais toujours est-il que c'est le peuple ouai qui a payé un lourd tribut dans le cadre de la crise post-électorale. Est-ce que vous suivez? On poursuit, puisqu'il y a des vidéos que je dois vous présenter. Gbagbo n'est pas un démocrate. Ça, c'est lui qui parle toujours. Il dit que Gbagbo n'est pas un démocrate. Bon. Le démocrate, c'est quoi? C'est celui qui aime à l'écoute de la pluralité d'expression. C'est ça. Celui qui favorise la liberté d'expression. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. Ne pas être aux antipodes de la critique politique. Mais Gbagbo était le seul politique
en Côte d'Ivoire. Et si je mens, vous me dites, il a été le seul politique en Côte d'Ivoire qui, sous son règne, n'a mis aucun journaliste en prison, hein? Ni aucun homme politique en prison. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas réfractaire à la contradiction. Je me rappelle bien, c'est sous lui-même qu'on a eu un décret portant la dépénalisation des délits de presse. Ça veut dire qu'il a donné la latitude à tous les journalistes de pouvoir le critiquer. Et il a dit qu'il ne mettra pas un journaliste en prison parce qu'il aura dit des insanités sur sa personne. C'est du babo. Donc, il faut déconstruire le mensonge de Gaoudi Oulata. Il dit que Gbagbo n'est pas un démocrate, c'est un menteur. Mais regardez aujourd'hui des personnes qui sont en train de croupir sous Draman au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Simple Pulchéri Balé, membre de la société civile, je dis bien société civile, qui lance un appel. Opération Ville morte, restez chez vous. Elle a été interpellée. D'ailleurs, elle a déjà fait la prison, mais en quoi elle a été interpellée? Regardez les prisons sous Draman Ouattara. Alors, on poursuit. Il dit, il a voulu me tuer. Bon, ça, c'est lui qui voit. C'est un homme dangereux. OK? Et il finit, il dit, il ne doit pas aller à l'ouest. J'ai fait un commentaire, j'ai dit, Ouattara, pour qui tu travailles aujourd'hui, à quel mérite dans l'histoire de la politique avec le vrai peuple africain? Vous pensez pouvoir cacher les atrocités humaines infligées au peuple? Ouais. Voilà ce que j'ai dit en commentaire. Alors, vous savez pourquoi il y a eu toute cette agitation autour de la visite? Et c'est de ça que nous allons maintenant parler. Donc, partagez le truc au maximum. Partagez au maximum. Où est mon truc là? Partagez le truc au maximum maintenant. Vous savez pourquoi il y a toute cette agitation pour freiner donc l'élan de mobilisation? C'est ce que nous allons maintenant dire. Les gars, l'ouest du pays, notamment Diokwe et Naïbli, ont été le théâtre des affrontements, ont été le théâtre de massacres, ont été le théâtre de génocide à l'ouest du pays notamment. Cette partie essentielle de la Côte d'Ivoire a payé un lourd tribut et les gens veulent que nous, on se taise dessus. Et qu'on regarde ça et qu'on contourne la question, jamais, peu importe là où on se retrouve, mais jamais nous allons laisser cette vérité-là passer comme ça au-dessus. Jamais. C'est parce qu'à la vérité, Alassane Dramane Ouattara veut couvrir les crimes odieux qui ont été perpétrés sur le peuple de Côte d'Ivoire, notamment ceux de l'Ouest, qui ont été pour la plupart dépossédés de leurs terres. Est-ce que vous suivez très bien? Mais je vais vous présenter une vidéo, du moins des vidéos, pour corroborer ce que je dis. Je vais vous présenter d'abord. Je vais vous présenter la question. Les gens pensent que la question à l'ouest du pays. Faites-moi une capture d'écran. Nous sommes maintenant à 400 personnes. Faites-moi une capture d'écran. Les gens pensent que la question à l'ouest du pays. Faites-moi une capture d'écran. Vous m'envoyez ça inbox. Faites-moi une capture d'écran. Celui qui peut, vous faites et puis vous m'envoyez ça inbox. Maintenant. Je vais vous présenter une vidéo qui va vous couper le souffle. Les gens pensent que la question liée à la crise post-électorale, notamment à l'ouest du pays, est passée comme ça sous silence et qu'on a passé l'éponge dessus. C'est faux! En 2011 et en 2012, une commission rogatoire, écoutez-moi très bien, faites-moi une capture d'écran et puis envoyez-moi ça inbox. Pour celui qui a mon WhatsApp, il m'envoie sur WhatsApp. Celui qui peut rentrer sur mon Messenger, vous me les envoyez. Écoutez-moi très bien. Quand Draman est en train de gesticuler et tout son parterre, son bon, ils sont en train de gesticuler, ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi?
En 2012, une commission rogatoire de la CPI, la Cour pénale internationale. Quand on dit une commission rogatoire en droit, ça veut dire que c'est une commission spéciale qui a donc été envoyée à l'ouest du pays pour enquêter sur le génocide Oué. Et écrivez génocide Oué. Écrivez. Cette commission avait donc pour objectif d'aller directement auprès des populations, interroger les personnes ressources. Quand on dit les personnes ressources, des personnes qui ont été directement concernées par les crimes, notamment les parents des victimes. Il y a eu donc des expositions importantes qui ont été faites. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits au niveau des fosses septiques et des fosses communes. Il y a eu des photographies qui ont été faites. En tout cas, il y a eu tout un recueil de témoins. Les gens ont tout pris et ils ont versé au dossier. Les gens, ils sont bêtes. Vous pensez que la chose va passer comme ça? Les gens ont tout versé au dossier. Je dis que l'enquête depuis 2012. Donc, il y a eu toute une documentation qui a été faite par rapport au génocide de Oué. Je vais vous livrer tout à l'heure. Il y a eu des organisations internationales de défense et de protection des droits de l'homme, notamment Amnesty International France, qui est arrivé à Diokwe. Écrivez génocide Oué, s'il vous plaît. Notamment Amnesty International France, qui est arrivé à Diokwe, qui a même produit des rapports qui ont été rendus publics, qui ont fait des communications télévisées qui ont été rendues publiques. Je vais vous présenter tout à l'heure. Parce qu'il fallait circonscrire la question. En termes de production d'archives, il fallait circonscrire la question. Pendant que les gens sont en train de boire du champagne, Mougou, les petites filles à Abidjan, eux, ils étaient sur le terrain en train de circonscrire la question au niveau scientifique pour la production des documents conséquents. Voilà la vérité. Mais en ce moment, les gens mangeaient, buvaient, ça mougoussait à Abidjan. Ça, ils ne s'inquiétaient pas. Et les gens travaillaient dans l'ombre. Je vais vous présenter juste un var et puis on va continuer. Vous jouez. Ça, c'est un document, c'est un fonctionnaire de Amnesty International France qui a donc été sur le terrain. J'ai dit, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Faites-moi une capture d'écran, envoyez-moi ça inbox. Excusez-moi. Je vais vous présenter maintenant la vidéo de Amnesty International qui a donc été sur le terrain, qui a procédé par des écoutes, des prélèvements qui ont été faits sur le terrain, 2012. Pendant qu'eux, ils avaient donc la plénitude, la gestion du pouvoir, ça jouissait à Abidjan. Pendant qu'eux, ils jouissaient à Abidjan, Amnesty International, Human Rights Watch, et certaines organisations, et même la commission rogatoire de la CPI était sur le terrain. Écoutez. De protéger les populations civiles, c'est une chose qu'elles n'ont pas faite. Nous reconnaissons qu'elles étaient confrontées à des obstacles extrêmement graves, mais dans le cas de Douekwe, par exemple, où des centaines de personnes ont été tuées, il y avait un camp de l'ONUCI à 1 kilomètre de là, et ils n'ont pas bougé, non seulement le jour du massacre, mais dans les jours qui ont suivi. Quand on voit le soldat à casque bleu, les yeux fermés ici, alors que les chasseurs d'oiseaux, donc qui ont fait partie des personnes qui ont fait ce grand massacre à Douekwe le 29 mars, ces chasseurs d'oiseaux passent en toute impunité, justement, derrière ces soldats casque bleu, les yeux fermés. Donc c'est effectivement assez symbolique de ce qui s'est passé à Douekwe, un massacre commis par les forces pro-Ouattara, avec des casques bleus qui ne sont pas intervenus ce jour-là. Vous écoutez, hein? Vous avez entendu? Je vais continuer, mais vous avez entendu? Des forces pro-Ouattara avec les casques bleus qui sont intervenus dans le massacre des populations sans qu'il y ait une intervention directe des forces onusiennes qu'on appelait ONUCI à l'époque. Sur plus de 10 000 casques bleus, vous savez combien qui ont été affectés au niveau de l'Ouest? 200 personnes. Vous allez entendre ça dans l'élément. 200 personnes pour une couverture sécuritaire dans cette
zone importante de la Côte d'Ivoire, en proie donc à une belligérance, en proie donc aux attaques des gens venus d'ailleurs. Amnesty International, qui est en train de parler. Les gens jouent. Peu d'interventions se sont faites lors de grandes violences. Pendant ce massacre de Douekoué, on sait que en Côte d'Ivoire, s'il y a un endroit qui a été particulièrement violent, c'est l'Ouest. Tous les enjeux fonciers, des combats entre dits halogènes et dits autochtones. Donc on savait qu'il y allait se passer des choses terribles dans cette région. Il y avait 200 soldats casques bleus pour protéger toute une population. Et après ce grand massacre du 29 mars, toujours que 200 soldats. Aucun renfort n'est envoyé. Alors que la plupart des villages aux alentours sont vidés, ont été brûlés, les gens sont partis dans la brousse, ont été eux-mêmes pourchassés par des chasseurs d'oiseaux avec des chiens. Tout ça sans aucun renfort, pas un soldat de plus casque bleu. Alors qu'il y en a 10 000 en Côte d'Ivoire et que 200 ici à Douekoué. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous avez entendu? Au titre du contingent des forces onusiennes, pour toute la Côte d'Ivoire, il y en avait 10 000. Sur 10 000, il n'y a eu que 200 qui ont été affectés à l'ouest du pays. Et donc, c'est sous l'œil indifférent des forces onusiennes que les populations de Douekoué ont été massacrées par ce qu'ils appelaient les FRC, qui étaient donc les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais en réalité, c'est les rebelles. Voilà la vraie appellation. La réalité, c'est les rebelles qui ont massacré les populations de Douekoué, qui étaient donc dans un camp de concentration, le camp de Naïbli. Pour simplement même le cas de Naïbli, même 800 personnes en une seule journée. Mais quand on prend en compte tout le massacre, on tourne autour de 1200 personnes qui ont été massacrées. Sous l'œil de l'ONUCI qui ne sont même pas intervenus. Et ça, c'est un rapport télévisé directement qui est fait par Amnesty International, France. Alors, vous pensez que les Blancs, là, vous pensez que les gens ne travaillent pas sur la question? Non, vous ne comprenez pas. Je dis, vous n'avez rien compris. La Côte d'Ivoire, là où on va... Attendez que je vous donne ma conclusion vers la fin. Alors, quand Amnesty International finit de dire ça, je vais vous présenter encore une autre vidéo. Tous les villageois racontent au père Bertin la même histoire. Ils sont venus les attaquer. Ils, c'étaient les soldats d'Alassane Ouattara, le nouveau président, mais aussi les étrangers, leurs étrangers. Les populations immigrées du Nord qui louent leurs champs depuis des décennies, ce qu'ils appellent les halogènes, qui sont de la même ethnie que les soldats, ils se sont joints au pillage. Faites très attention quand vous parlez. Parce que vous allez amener toute la leçon de la Côte d'Ivoire à se liguer du peuple nord. Écoutez bien l'élément. Hein. C'est dangereux. Écoutez bien. Nous avons remarqué quelque chose. On a trouvé que nos chaises, nos matériels se trouvent avec ceux qui sont avec nous au village. C'est-à-dire les Moussis, les Halogènes. Dites-vous quelque chose. Moi, je vous ai logé. On m'a chassé à fusil. Et mon retour, toi, tu es là, bien à l'aise. Moi, mes maisons sont brûlées. Mes cabris, tout et tout, mes parents sont morts. Et toi, tu es là, en bonne santé, rien. Ta maison n'est pas brûlée, ton poulet n'est pas perdu, ton sac de riz n'est pas perdu. Les images des pillages qui ont suivi l'attaque confirment ces témoignages. Les cadavres des uns étaient à peine enterrés, que les biens étaient mis à disposition par les autres. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus Écoutez, hein. Du pardon et de la réconciliation. C'est trop difficile. Donc c'est la paix on veut. Exactement, on ne sait pas où aller. On ne peut pas en parler. Mais jusqu'à nous, on voit des choses avec eux, pour nous, qui ont été perdus. On voit des gens qui vivent avec nous. On ne peut pas parler. Exactement, on est dans les mains. Là où
la guerre a été la plus dure, la paix sera plus difficile. Si la réconciliation réussit à Diokwe, elle réussira partout dans le reste du pays. Vous avez entendu la conclusion finale. Hein? Écoutez, on va parler beaucoup un peu aujourd'hui. Là. Les populations ont été dépossédées de leurs biens et de leurs terres. Par qui? Des Burkinabés. Qu'on appelle les halogènes, des personnes avec qui ils ont vécu en de bons termes pendant des dizaines d'années. Mais qui ont attendu à ce que Dramane Alassane Ouattara ait la plénitude du pouvoir pour qu'il commence à les massacrer et commence à les déposséder de leurs terres. Et juste quand il y a eu un plan de restructuration du cadre social au niveau de Diokwe, ceux qui sont revenus, donc sortis des brousses, ont vu leurs affaires avec les halogènes burkinabés, maliens, Dozo généralement. Est-ce que vous suivez très bien? Et donc, dans le film ici, il dit que la réconciliation, si elle a réussi à Diokwe, c'est qu'elle pourra réussir partout dans la Côte d'Ivoire. Je dis, la réconciliation, là où Gbagbo est parti, là, si ça a pu réussir, c'est que la réconciliation pourra réussir en Côte d'Ivoire. Parce que la vraie réconciliation dont on parle, ce n'est pas une réconciliation de papier, ce n'est pas une réconciliation de façade, mais c'est une réconciliation des cœurs. Il faut penser les cœurs meurtris. Gbagbo va à l'ouest et vous voulez l'en empêcher. Koti Touré, Mola Joie tapé, soit salué. Écrivain fédéral marche seulement. Gbagbo va à l'ouest et vous voulez l'en empêcher. On met Gaoudi ou Lata sur le coup. Mais ça, c'est rien. C'est pourquoi quand Simone Yves Gbagbo est sortie de prison, elle avait donc voulu engager une visite au niveau de l'ouest du pays. Parce que c'est une partie qui a payé un lourd tribut dans la crise post-électorale. Là où Alassane Dramane Ouattara n'a jamais pu mettre les pieds. Simone Yves Gbagbo avait voulu aller dans cette partie importante de la Côte d'Ivoire. Vous savez qui on a mis sur le coup pour tenter de la freiner? On met Anne Ouleto, Madame, comment on appelle ça là? Madame Touré Mamadou. La Nyaï de Touré Mamadou. C'est elle qu'on met sur le coup. Vous allez l'écouter. Déjà en 2015, voilà ce qu'elle disait et puis vous allez l'écouter. Lorsque Simone Yves avait voulu aller dans l'ouest du pays pour porter assistance, pour traduire dans toute la compassion du peuple de Côte d'Ivoire, à ce peuple martyr. Je dis, si la réconciliation a échoué à l'ouest, il n'aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et que la réconciliation pacotille que nous présente Alassane Dramane Ouattara sur du papier ne sera pas effective en Côte d'Ivoire. Parce que son objectif, c'est quoi? Réconcilions-nous. Oublions tout ce qui s'est passé, allons à la réconciliation. Ça veut dire que c'est une réconciliation qu'on veut faire au forceps, une réconciliation sous fond de soumission. Mais ça ne passe pas. C'est pourquoi vous voyez que depuis toutes les communications que nous faisons, nous nous évertuons chaque fois sur les réseaux sociaux à parler au peuple. Mais les retours qu'on reçoit, c'est que les gens ne sont pas sincères dans la réconciliation. Et que Dramane n'offre pas de gage favorable à l'enracinement de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Malgré la mise sur pied d'un certain nombre de réformes, à travers donc des mesures institutionnelles, ministère de la Réconciliation nationale, commission de dialogue vérité, et qu'on arrive et autres, mais ça ne passe pas parce que les populations sont meurtries dans leur âme. C'est nous on parle chaque fois et c'est nous on a les retours. Alors quand Simone voulait partir, voilà ce que Anne Ouleto disait et puis vous allez l'entendre. Elle est ouais, Anne Ouleto, elle est ouais, mais elle mange avec Dramane. C'est la femme de Mamadou Touré. Vous allez l'entendre. Aujourd'hui, c'est Gaoudi ou Lata, on met sur le coup. Mais vous allez entendre Anne Ouleto lorsqu'elle parle. Écoutez. Arrêtez d'utiliser le peuple comme fait le commerce. Nous sommes un peuple fou. Il n'y a jamais eu de génocide ouvert en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de génocide ouvert en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de génocide ouvert en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de génocide ouvert en Côte d'Ivoire. C'est une honte. Maintenant, il y a une politique. Utiliser
nation et au monde. Si un peuple ouais avait été victime de génocide, je ne serais pas gentil. Moi qui vous parle. Parce que je suis ouais. Est-ce que vous avez entendu? Écoutez encore. Arrêtez d'utiliser le peuple ouais comme que le commerce. Nous sommes un peuple fou. Il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. C'est une honte. Maintenant, vous avez une femme politique. Utilisez une tribune politique pour mentir à la nation et au monde. Si un peuple ouais avait été victime de génocide, je ne serais pas gentil. Moi qui vous parle. Parce que je suis ouais. Vous avez entendu, hein? Anne Ouleto. J'ai dit on va aller pas à pas. Anne Ouleto, lorsque Simone et Yves Gbagbo avaient voulu organiser une visite de compassion à l'ouest du pays, c'est Anne Ouleto qui a été mise sur le coup, qu'il dit il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. Arrêtez d'instrumentaliser le peuple ouais sous fond de commerce politique. Et que s'il y avait eu un génocide ouais en Côte d'Ivoire, elle, Anne Ouleto, ne serait pas en vie. Donc elle est la preuve vivante de ce qu'il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. C'est Anne Ouleto qui le dit. Pour battre donc en brèche les missions importantes de l'ONU, de Amnesty International, de l'Organisation internationale de défense et de protection des droits humains, en général, elle dit qu'il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. Mais juste après elle, il y a un qui va lui répondre, le révérend, c'est un pasteur là, qui va lui répondre. Mais je vais vous dire ce qu'elle a dit avant-hier, lorsque Gbagbo a décidé de partir. La même qui avait parlé en 95, en 2015. Vous allez entendre, et du moins vous allez comprendre ce qu'elle dit il y a moins de 2 jours. C'est-à-dire, les gens oublient qu'ils ont parlé. La voici même. Bon, je sais que tout le monde la connaît. Hein. Elle n'est plus un visage à présenter. Tout le monde la connaît. Digbo Dogué, soit salué. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, Gbagbo n'a rien fait pour le cavalier. Il veut utiliser le génocide ouais à ses propres fins. Je reprends. Gbagbo n'a rien fait pour le cavalier, parce qu'elle est du cavalier. Il veut utiliser le génocide ouais à ses propres fins. Est-ce que vous entendez ce qu'Anne Ouleto dit? Elle l'a dit il y a 2 jours. Une conférence qu'elle a animée juste avant le départ. Après, à la suite donc de la conférence de Gaoudi, hein, de Gaoudi Oulata, Anne Ouleto, parce que l'autre c'est Gaoudi Oulata, elle c'est Anne Ouleto. Elle dit, Gbagbo n'a rien fait pour le peuple ouais. Il veut utiliser, Gbagbo n'a rien fait pour le cavalier, il veut utiliser le génocide ouais à ses propres fins. Ça veut dire quoi? Que Gbagbo veut faire du génocide ouais une instrumentalisation, une récupération politique. Posez-lui la question. Donc il y a eu génocide ouais. Alors. Hein? Donc il y a eu génocide ouais alors. Dites ça à nous le taux. À nous le taux. Donc il y a eu génocide ouais alors. Vous voyez comment vous êtes ridicule. Vous voyez comment vous êtes ridicule. Parce que simplement, vous traînez dans les pattes des gens. Et votre propre peuple, pour des raisons de positionnement, votre propre peuple, vous le livrez à la vindicte populaire. Il n'y a jamais eu de génocide ouais. Et vous pensez qu'un ouais qui entend de tels propos-là, vous là, il peut vous pardonner. C'est pourquoi depuis votre réconciliation ne passe pas.
Parce qu'elle est truffée de faux, de fausseté. Votre réconciliation ne passe pas. On poursuit. Lorsque Anne Ouleto finit de dire, vous allez entendre le révérend. Écoutez, ce révérend qui parle juste après elle. Le révérend, il s'appelle le révérend Tagoua, qui était donc même candidat aux élections, je crois, de 2000, ouais, je pense bien. Non, 2015, quelque chose de ce genre. Le révérend Tagoua, écrivez Fédéral Marche, je vais marcher fort. Faites-moi une capture d'écran, envoyez-moi ça inbox. Quelques Ivoiriens qui nous ont appelés. Écoutez, hein. Avoir notre avis sur ce qui fait aujourd'hui le buzz sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la filiation de l'enfant, c'est ça. Un projet de loi qui est sur la table des députés en ce moment. Et ensuite, d'autres nous ont interpellés pour nous dire qu'est-ce que nous pensions de la déclaration de Madame la ministre Anne Ouleto sur le génocide Oué, qu'elle a qualifié de non-génocide. Il y en a d'autres, cas de Béoumi par exemple, mais je voudrais d'abord vous dire que le révérend Tagoua ne parle pas parce que tous les politiciens parlent. Nous parlons quand nous croyons qu'il est important de parler et de dire quelque chose de conséquent. Ce sujet nous attire, demande notre attention, parce que parlant du génocide Oué, nous sommes sidérés d'entendre Madame la ministre parler ainsi. Elle est la première qui devrait en fait apporter son yako national à cette région qui a payé le lourd tribut. Mais malheureusement, si l'État de Côte d'Ivoire ou le gouvernement n'a pas pu le faire en son temps, c'est qu'une dame, Simone Gbagbo, va le faire, je pense qu'il est inapproprié de lui tenir des propos comme si elle jouait sur un fonds de commerce. Non, ce n'est pas bon de la mémoire de ceux qui sont tombés. Le génocide, dans son étymologie, je n'ai pas besoin d'apprendre ça, Madame la ministre, ça n'inclut pas Anne Ouleto. Non, un génocide, c'est un épurement ethnique. Hein? Et donc, si elle n'était pas au golfe et qu'elle s'y trouvait, certainement, bon, le sort serait tombé sur elle. Mais c'est systématiquement l'élimination d'un certain groupe ethnique. Merci. Je voulais sauter sur l'occasion pour dire à certaines personnes qui disent que pourquoi ce n'est pas arrivé à Gagnoa et que c'est arrivé à Diokwe, il faudrait se poser des questions parce que Diokwe regorgeait de beaucoup de milices en son temps. Si c'est le cas, c'était le bon moment pour que ce gouvernement aille faire une enquête, mais une enquête qui allait donner des résultats. Mais s'il n'y a pas d'enquête, nous nous fions simplement à l'enquête d'Alza Gira, cette journaliste qui est allée sur les lieux et qui a parlé ouvertement aux yeux de tout le monde entier. C'est inhumain ce qui s'est passé. Nous condamnons cela avec la plus forte énergie. Ce n'est même pas suffisant ce que je dis. Peut-être que je vais publier ça. Hein? Vous avez entendu, hein? Le révérend Tagoua Pascal. Il y en a beaucoup d'autres vidéos. Je pense que vous avez entendu les déclarations du révérend Tagoua Pascal. Lorsque Simone Yves Gbagbo, en 2015, avait voulu donc initier une rencontre, une visite de compassion à l'endroit du peuple Oué, elle est montée au créneau pour dire qu'il n'y a jamais eu de génocide Oué en Côte d'Ivoire. Et le révérend Tagoua est venu pour les mettre devant leurs responsabilités. Comme vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller à l'Ouest pour vous enquérir des souffrances du peuple de l'Ouest, mais nous allons nous fier aux enquêtes qui ont été réalisées par une journaliste d'une chaîne internationale qu'on appelle Al Jazeera, dont les résultats d'enquête ont été lancés à la face du monde entier. Nous allons nous fier donc au rapport d'enquête des organisations internationales de défense et de protection des droits humains, dont les rapports ont été consignés quelque part. Nous allons nous fier sur la base donc du recueil des témoignages faits par les populations trouvées sur place. Surtout que lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez donc fait la promesse d'ouvrir une enquête sur les massacres
des populations de Diokwe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vous parle, il n'y a jamais eu d'enquête sur la question. De quoi vous nous parlez? Gbagbo va à l'ouest et vous dites qu'il va pour préparer les populations parce qu'il veut faire un coup d'État ou alors il veut préparer les populations pour 2015. À la vérité, c'était pour casser l'élan de mobilisation, de démontrer que Gbagbo, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, a perdu toute son hégémonie, toute son influence politique. Bon, ça, je ne rentre pas dedans. Mais à la vérité, c'était pour démoraliser les gens et de démontrer qu'il ne pèse plus rien et qu'il est vomi par les populations. L'objectif, c'était un peu cela. Et c'est pourquoi Gbagbo, avant d'aller, il a fait une déclaration importante pour dire « Je ne vais pas pour un stèle » parce que des gens ont construit une sorte de mortier pour où il y a eu, comment on appelle ça? Il y a eu une fosse commune où toutes les personnes ont été ensevelies. Il y a eu une fosse commune. Il a fait une déclaration pour dire « Moi, je ne vais même pas pour un stèle, mais je viens dans le cadre d'une rencontre, d'une visite de compassion. » Et donc, des gens ont tout mis en œuvre avec les Gaoudi ou Latois pour ne pas que cette visite puisse avoir lieu. Mais si depuis 2011, vous êtes au pouvoir, depuis 2011, et qu'aucune action concrète n'a été effectuée dans le cadre d'un programme de restructuration du tissu social et économique dans cette partie de la Côte d'Ivoire, par un bon, ce qu'on appelle en histoire, un plan Marshall. Si aucun plan Marshall n'a été fait pour les populations de l'Ouest, et que Gbagbo aujourd'hui décide de partir pour apporter, pour traduire toute la compassion du peuple de Côte d'Ivoire à l'endroit de ces populations, mais c'est vous qui devez applaudir. Et vous voulez bâcler ça. Est-ce que vous suivez? Sedina Ouma Ouattara soit salué. Soulé de Paris, B52, grand patron, soit salué. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment. Et donc, vous ne pouvez pas bâcler ça. Tant que nous, on est là, on ne peut pas accepter que vous bâcliez ça et que vous voulez jeter ça du revers de la main. Surtout que, je vais vous présenter encore des vidéos. Je reviens maintenant sur la vidéo de Amadé Ouremi tout à l'heure. Les horreurs, les atrocités de 2011 dans cette partie de la Côte d'Ivoire, le génocide ouais, est une réalité. Au regard de la production d'un rapport de Amnesty International, France d'ailleurs, de toutes les organisations internationales de défense et de protection des droits humains, au regard des films télévisés de Al Jazeera, qui étaient jetés pratiquement sur la place publique, au regard donc d'un certain nombre de témoignages recueillis directement auprès des populations en détresse, mais le génocide, ouais, il y a eu des prélèvements qui ont été faits. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une commission rogatoire qui a été donc envoyée au niveau de Diokwe en 2012, pendant que les gens jouissaient à Abidjan, puisqu'ils avaient pratiquement la plénitude de l'exercice du pouvoir d'État, ça jouissait à Abidjan. Ah oui, ça buvait, ça mangeait, ça dansait, ça jouissait à Abidjan. Comment on appelle ça? Ça jouissait par G-Sakadé à Abidjan. Comment on les appelle? La CPI travaillait en 2012. Eux, ils sont bêtes. La CPI travaillait en 2012. Et donc, fort de tout cela, Gbagbo est sorti. Mais il faut permettre à Alassane Dramane Ouattara, à lui là, à un moment donné, qu'on puisse aussi fouiller dans son camp. Surtout qu'en 2011 déjà, les forces qui attaquaient, c'est celles qu'on appelle les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas tronquer l'histoire. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont été donc instituées par décret par Alassane Dramane Ouattara. Et ce sont ces forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont massacré le peuple. Mais pourquoi vous voulez qu'on cache ça? Et donc, la CPI va demander à ce que Amadé Ouremi puisse comparaître. Ah oui, oui, oui. Et pour empêcher cela, vous avez vu tout un film, un western qu'on nous a tourné. Mais vous allez écouter ici. C'est intéressant cette histoire. Partagez le truc là. Est-ce que ça vaut la peine que je vous montre cette vidéo là? Oui, ça j'ai déjà montré. Il y a beaucoup de témoignages quand même. Hein.
Bon, juste un témoignage d'un habitant et puis on passe maintenant à Amadé Ouremi. Je suis Taou Ernest, je suis ivoirien. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Diokoué. À Diokoué. Et où tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, Oui. tel que le génocide, et qui est concentré sur les Oué. Oui. Et je suis originaire de Diokoué. Oui. Je suis planteur. D'accord. Et j'ai 8 hectares de cacao. Oui. Et je suis marié, père de 7 enfants. Oui. Et c'est en 2011, Oui. pour tout ce que le monde connaît au niveau de la Côte d'Ivoire, et la rébellion, et qui s'est encharnée sur la ville de Diokoué, Oui. a vu de ce jour du 2 au 3 et avril 2011, alors une bataille. Vous avez entendu, parce qu'il faut essayer de circonscrire les choses dans le temps. L'échelle du temps, c'est important. Du 2 au 3 avril, je vous ai présenté ce gars qui parle à visage découvert, juste pour vous montrer un peu tout le contenu de la chose. Du 2 au 3 avril, les populations sont massacrées. Or, vous savez très bien que depuis déjà le 29 mars, Draman, qui est actuellement aux affaires, Draman donc prend un décret portant institution des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il dit quoi? Si Gao avait créé les conditions d'un vrai désarmement, machin. Ça, c'est Zasso qui parle. Hein. Zasso, il dit quoi? Si Gabo avait créé les conditions d'un vrai désarmement, nos parents de l'Ouest, non, machin, n'allaient pas mourir. Ils ont préféré signer des deals pour conserver le pouvoir. Bon, Zasso, laisse-moi, je vais te répondre après. Faut pas me déconcentrer. Alors, 29 mars déjà, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été instituées par Alassane Dramane Ouattara. Donc, ceux qui viennent pour massacrer les populations sont les forces pro-Ouattara de Dramane. Celui qui est aux affaires. Nous n'allons pas laisser celui qui est aux affaires et puis aller chercher des poux sur la tête rasée de quelqu'un d'autre. Non, non, non. Alassane Dramane Ouattara est l'instigateur de ceux qui sont allés massacrer les populations. Et c'est lui-là qui parle à visage découvert. Juste après, je vais vous parler, je vais vous présenter le document de Amadé Ouremi. Partagez le truc là. Aujourd'hui, il faut que je baille. Parce que nous, là, qui sommes des contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne va pas venir traverser l'histoire, ça ne passera pas. Écoutez, le gars, il continue. Véritablement engagé entre les FRC, les Dozo, oui, et les planteurs burkinabés. Oui. Ce jour-là, reconvertis en FRC, ok, sont emparés alors des hommes, des femmes, des enfants, les tuant, les égorgeant, les jetant dans les puits perdus, oui, dans la rivière qu'on appelle chez nous Guémon. Oui. Alors, tout ce monde-là, et ce jour du 4, la ville était tellement alors en pleurs. Oui. Et de mes propres yeux, et moi qui vous parle, mon père vivait en ce temps, il a été tué à bout portant par les FRC. À la FRC. J'ai un grand frère aussi qui a été tué. Ma mère aussi, la même chose. Toute ma famille qui était morte ce jour-là, il y avait 4 personnes. Oui. Et concernant mes neveux, mes nièces, je dénomme 7 personnes qui sont mortes de ma famille. Et moi, pendant que je me suis caché en brousse, alors les FRC et les Dozo ont pris des chiens pour chasser les hommes. Au lieu de chasser les animaux, et ce sont les hommes qu'on chasse avec les chiens. Et je suis sorti de la brousse, on m'a récupéré pour dire, alors les guéris n'ont pas droit à la terre ici, que
ce sont les Burkinabés, les FRC qui doivent occuper alors la terre des guerriers. On m'a arraché ma moto, me disant que je ne peux pas avoir une moto parce que je suis guerrier. Ok. Ma tête a été, comment dirais-je, jonchée par leur fusil. Mais seul Dieu qui vit, qui permet que je sois en vie. Et c'est ainsi, ils ont voulu me tuer clandestinement. Et Dieu merci que j'ai été averti et j'ai pris la brousse. Je suis allé à la mission catholique le 11 avril 2011. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé une population, un grand monde. Oui, oui. Et là, celui dont on l'appelle le Premier ministre Soro Gikafori, Guillaume, est arrivé. Ok. Vous avez entendu ça très bien. 2 au 3 avril. Du 2 au 3 avril. Vous comprenez très bien, quand on situe les choses dans le temps, il dit ici, ceux qui se sont attaqués aux populations, ce sont les forces républicaines de Côte d'Ivoire et les Dozo, les supplétifs Dozo, venus tout droit du Burkina, donc des Burkinabés, ceux qu'on appelle les halogènes. Alors, vous comprenez naturellement le fond de l'épuration ethnique. C'est peut-être pour des questions de parcelles, des questions de sol, que ces populations-là ont été massacrées. Et il faut l'admettre, il faut le reconnaître qu'il y a eu génocide, ouais. Parce que le problème avec ce pouvoir qui est en Côte d'Ivoire, ils veulent ruser avec les populations, avoir le peuple à l'usure, cacher les réalités vécues par les populations. Je vais dire, quand je parle de réalités, je vais parler de toutes les atrocités vécues. Et puis tenter de nous présenter une réconciliation du papier, une réconciliation de façade, et nous demander qu'on accepte la réconciliation sous fond de soumission. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi ils voient que depuis belle lurette, avec la multiplication des ministères dédiés par rapport à la réconciliation, ça ne prend pas. Parce que les populations n'ont pas encore accepté Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous suivez? Alors, la commission rogatoire, quand je dis, voilà Zasso ici qui est sur le live. Zasso, pendant que vous étiez à Abidjan en train de jouir en 2012, vous n'avez pas compris. La commission rogatoire de la CPI est en train de travailler sur la question liée au massacre en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris. Vous étiez en train de boire, manger, jouir à Abidjan. Vous ne vous êtes plus soucié que après la crise post-électorale, c'est-à-dire la crise post-électorale, il fallait naturellement traiter les questions humanitaires. Ça, vous n'avez pas compris. Mais ça mangeait, ça buvait, ça jouissait à volonté à Abidjan. Et donc, en 2021, la CPI va donc demander à ce que, par rapport au massacre de Diokwe, Amadé Ouremi, qui y régnait en maître, en seigneur de guerre, puisse venir donc répondre de ses actes devant la CPI. L'affaire, ça devient intéressant. Et donc, il faut aussi impliquer Dramane Ouattara. On va donc demander à ce que Amadé Ouremi puisse répondre aussi de ses actes. Et vous allez voir toute la supercherie qui sera mise sur pied, toute l'instrumentalisation juridico-politique qui sera mise sur pied. Et comme ils ont eu écho d'une correspondance formelle qui leur a été adressée par les services de la CPI, on va instrumentaliser un procès farfelu là, où on tente de brandir Amadé Ouremi. Et vous allez suivre les déclarations qu'il a dû produire ce jour-là. Parce que simplement, il faut retenir Amadé Ouremi ici et de dire à la CPI que Amadé Ouremi a donc été déjà jugé en Côte d'Ivoire et condamné pour les mêmes faits. Alors, il n'y a plus raison que l'État de Côte d'Ivoire puisse l'extrader pour cacher tous les crimes odieux, des crimes de sang par rapport à Diokwe. Votre réconciliation de papier, là, ça ne passera pas. Et je demande à toutes les populations, parce que j'ai vu plein de guerriers sur le live tout à l'heure. Bah, et bon, il ne faut pas lui dire vos noms.
J'ai vu plein. Vous tous qui êtes à Diokwe, à l'ouest du pays, tant que la réconciliation, cette mission qui est en train d'être effectuée à l'ouest du pays, tant qu'elle n'a pas pris et que vos cœurs ne sont pas apaisés, tout le reste de la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter la réconciliation de Dramane. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, on parle avec notre cœur parce que c'est la Côte d'Ivoire qui parle en nous actuellement. Ce qui parle actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui parle. Je dis, Diokwe, si Diokwe n'est pas acquise à la réconciliation, tout le reste de la Côte d'Ivoire va fermer son cœur. Et nous allons faire des communications pour demander aux gens de fermer les cœurs. Parce que Dramane, ce qu'il nous offre sur un plateau d'or, c'est la soumission. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a ouvert la réconciliation. Regarde les gens qui sont en train de couper en prison. Ce n'est pas quelqu'un qui a ouvert la réconciliation. Donc, je vais vous présenter le cas maintenant de Amadé Ouremi. J'ai longuement parlé. Juste un élément sur Amadé Ouremi. Vous jouez. Hein. Au tribunal d'Abidjan, loin du mont Peko dont il fut le seigneur, Amadé Ouremi n'a plus rien du redoutable chef de milice qui massacra à Douékoué. Pourtant, c'est bien lui, et pour l'heure lui seul, que la justice ivoirienne accuse des exactions dans cette ville à l'ouest du pays, lors de la crise post-électorale de 2011, avec pas moins d'une vingtaine de chefs d'accusation. Amadé Ouremi reconnaît sa participation, mais pas le titre de chef de milice. Selon lui, il a agi sur ordre. Des ordres de qui il a cité des noms. Et ces ordres ont été donnés dans le but de commettre des crimes. Nous voulons savoir davantage. J'espère que au cours de ce procès, le procureur va mettre tout en œuvre afin que la vérité se manifeste. 10 ans après, presque jour pour jour, Douékoué reste meurtri. À l'époque, la ville qui a majoritairement voté pour le président sortant, Laurent Gbagbo, est tenue par l'armée ivoirienne et une myriade de milices. Dans un mélange de règlements de comptes politiques et de jalousie liée au foncier, des exactions sont commises. Les 29 et 30 mars, en 48 heures, au moins 800 personnes sont tuées. Pour les associations de victimes, ce procès est un seul homme et le début du chemin vers l'éclatement de la vérité. Comme on dit en Côte d'Ivoire, qui a fait quoi? Oui. C'est ce que nous ne comprenions pas depuis très longtemps. Oui. Nous avons toujours voulu effectivement que se tienne ce procès. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui, je dirais, une joie qui nous anime de voir ce procès se tenir. C'est une très bonne chose et nous pensons qu'il y aura bonne suite à tout cela. La défense d'Amadé Ouremi Écoutez un peu, si la comparution des personnes citées par l'accusé comme les donneurs d'ordre s'avère nécessaire, ses avocats l'exigeront. Au tribunal d'Abidjan, loin... Vous voyez, il y a un truc que je voulais simplement vous dire. Pourquoi on continue? J'ai une dernière vidéo à vous présenter. Vous avez vu quand il y a eu une tentative, un semblant d'ouverture du procès, parce que de tous ceux qui ont commis des crimes, on dit bien lui et lui seul, avec une vingtaine de personnes, on n'a jamais pu le voir, mais c'est lui seul comme on a brandi c'est lui seul qui a été brandi comme un trophée de guerre. Parce que c'est lui qu'il faut livrer sous l'autel des ambitions mercantilistes et égoïstes. Et égocentriques naturellement. Alors, vous voyez, il dit, depuis 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais pu faire la lumière sur les massacres de Diokwe. Il dit, ça sera plus qu'une joie immense. Alors, vous comprenez bien que le peuple de Côte d'Ivoire que je vois là a soif de connaître la vérité. Écrivez vérité. Le peuple de Côte d'Ivoire auquel j'appartiens a franchement soif de connaître la vérité. Les gens sont prêts à pardonner. Mais qui a tué? Qui a tué à Diokwe? Parce que tant que les gens n'ont pas su, vous savez, la réconciliation, c'est une notion de l'âme. La réconciliation ne se proclame pas et ne se décrète pas. C'est une question de l'âme. Quand l'âme est touchée, l'âme est apaisée tout naturellement. Hein? La réconciliation, là, ce n'est pas comme on proclame l'indépendance. Non, non, non. La réconciliation, c'est la sensibilité des cœurs.
Les gens ne veulent pas refaire peut-être l'histoire, ne veulent pas trop revenir sur les questions par rapport à 2010. Non. Les Ivoiriens que je connais ne veulent pas ressasser, certes, le passé, mais ils veulent savoir qui a fait quoi pour que ça soit consigné dans l'imagerie collective. C'est ça le plus important. Il faut que ça soit consigné dans l'imagerie collective. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a eu les événements de 2002 jusqu'à même la chose, moi-même je venais à peine de passer le bac. Mais vous voyez quelqu'un qui est en train de passer le bac en 2002, vous comprenez, si moi il y a eu un enfant, quel âge a-t-il? Ça veut dire que la transmission a été faite et nous transmettons cela de génération en génération. Vidéo, je suis en train de faire, ça va rester sur des années, même si je meurs, ça va rester. Donc la transmission est déjà faite. Mais il faut qu'à un moment donné, le peuple arrive à savoir Dramane, qu'est-ce qu'il a fait? Je termine parce que j'ai longuement parlé, parce que c'est un sujet où je devais naturellement me défouler. On va écouter cette vidéo. J'étais à Bagou le 27 mars 2011. 27 mars, toujours. Le commandant Fofana Loseni Dilos qui a donné l'ordre de chasser les miliciens de Djokwe. Moi, j'étais Il y a un qui a dit tout à l'heure, le soi-disant président des victimes de guerre, qui a dit qu'il a cité des personnes, il a fait d'importantes déclarations. Mais il n'est pas revenu sur le contenu de la déclaration. Et là, on vous donne exactement ce que Amadé Ouremi a dit au procès, quand il y a eu ouverture du procès en 2021, quand il y a eu un procès au tribunal du plateau. Là. Ce qu'il a dit là-bas, exactement. Ce qu'on va vous dire. Le peuple doit savoir la vérité pour être apaisé. à Bagou le 27 mars 2011. C'était le commandant Fofana Loseni Dilos qui a donné l'ordre de chasser les miliciens de Djokwe. Moi, j'étais... Vous avez entendu? En 2011, c'est le commandant Los Fofana qui est promu. Ils sont promus tous généraux actuellement à Abidjan, pas Dramane. C'est une sorte de récompense pour mission réussie. Une sorte de récompense. Et quand il dit le commandant Los était donc le commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest, le Bezo. Il était le patron du bataillon de sécurisation de l'Ouest, le Bezo. Donc il ne ment pas et il dit qu'il agissait sous ses ordres. Mais visiblement, c'est eux qui sont actuellement à la fêtière, en train de manger. Ça mange, ça boit, ça danse, ça jouit, à Abidjan, tranquillement, impunément. Mais ils sont promus à des postes de haute responsabilité au plus haut niveau de l'administration militaire. Ils occupent même la grande chaîne de commandement de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais vous voulez que quand les populations allument la télévision et qu'ils voient ces personnes à chaque fois, vous pensez que la réconciliation, de quelle réconciliation vous parlez? Pas de réconciliation sans vérité. Jamais. Pas de réconciliation sans vérité. C'est ce que vous devez savoir. Donc écoutez le gars. Et puis on continue. J'étais à Bagou le 27 mars 2011. C'était le commandant Fofana Loseni Dilos qui a donné l'ordre de chasser les miliciens de Djokwe. Moi, j'étais un rebelle aux ordres du chef de guerre à Koulibaly de Kubri. C'est lui qui m'a fourni des armes et des treillis militaires. Moi, j'étais malade et je ne faisais que mettre les munitions dans les chargeurs des armes dans le village de Bloti. C'est après la libération de Djokwe que je suis entré dans la ville. Les vrais dozos étaient nombreux ce jour-là. Ce sont les dozos qui ont tué les gens. Ce n'est pas parce que c'est mélangé qu'ils vont tout mettre sur moi. Dieu même sait que je n'ai pas fait ça moi seul. J'ai vu des corps des hommes. C'était beaucoup. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants et des vieillards parmi les corps. Des personnes ont été brûlées vives dans des maisons.
On m'a utilisé comme un chiffon pour nettoyer leurs déchets. Je n'avais pas d'homme sous mes ordres. Oui. Je n'ai pas tué de guéri. Les gens ont essayé de me tuer. Mais ce que vous voulez, je vais tout dire. Mesdames et messieurs, ce témoignage est celui de M. Amadé Ouremi au premier jour de son procès. Des propos rapportés par nos confrères de Kwasicom. Malgré ce témoignage, la ministre Anne-Désirée Oloto persiste et signe qu'il n'y a jamais eu de génocide elle-même qui est dans sa région. Pour quelles raisons ne sait-on? Madame Oloto persiste et signe qu'à l'ouest, il y a eu... Vous entendez, hein? J'ai longuement parlé, je pense qu'on va mettre un terme à la vidéo. Faites une capture d'écran et puis vous m'envoyez ça inbox. Vous avez entendu le témoignage de Amadé Ouremi. Il dit avoir massacré, mais il a agi sous l'ordre du commandant Loss, qui était anciennement le patron du BESO, du bataillon de sécurisation de l'Ouest. Il a dit. Mais malgré cette déclaration, tout à l'heure je vous ai fait écouter Anne Oloto, elle vient pour démentir, pour dire qu'il n'y a jamais eu de génocide. Ouais. Et qu'avant-hier, elle vient dire non, Gbagbo veut profiter du génocide, ouais. C'est-à-dire qu'il veut faire de la récupération à partir du génocide, ouais. Qui n'a rien fait pour le cavalier. Vous voyez combien de fois les gens sont dans la délation, dans le mensonge. Alors, c'est à ces personnes-là que vous voulez qu'on offre notre destin. C'est vrai, ils ont récupéré de force notre destin. C'est pourquoi actuellement ils gèrent. Mais je vous le dis, ils n'auront jamais la sympathie, ils n'auront jamais l'amour, ils n'auront jamais le cœur des Ivoiriens. Ils sont là pour l'instant parce qu'ils ont encore les armes. Sinon, Dramane Alassane Ouattara, c'est même pas évident qu'il puisse être au pouvoir. Et donc je profite ici, comme il y a Zasso qui est venu écrire des âneries tout à l'heure, des incongruités, Zasso. Je profite ici pour dire à Zasso, qui est sur le live, 1987, lorsque Blaise Compaoré tuait, assassinait Thomas Isidore Sankara, il ne s'attendait même pas un instant qu'on puisse faire la lumière sur l'assassinat du monsieur. Voilà qu'aujourd'hui, il a été condamné par contumace à perpétuité. Il a été condamné par contumace à perpétuité. Charles Taylor, lorsqu'il massacrait les personnes au Libéria, la justice faisant son effet, puisque la justice internationale prend tout son temps. Aujourd'hui, il a été condamné à 50 ans. Il est en train de croupir au niveau de la CPI. Donc, Dramane Ouattara, c'est vrai, ils peuvent jouir de tout ce qu'ils veulent. Mais je le dis honnêtement, Dramane n'échappera pas à la furie de la justice internationale. Tous les ingrédients, je vous le dis, tous les ingrédients au niveau judiciaire sont là. On est dans le monde du numérique aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas été filmé? Je n'ai même pas envie de dire le nom de cette présidente, ce n'est pas qu'elle ait encore des problèmes. Mais tout est archivé au niveau du génocide. Ouais. Aujourd'hui, on qualifie ça, c'est le génocide. Ouais. Le génocide, c'est ce que vous devez comprendre. C'est toute une forme d'épuration d'une ethnie. C'est ça un génocide. Et ça s'est fait sous fond de jalousie par rapport aux terres dont disposaient les peuples. Voilà la vérité. Alors, chers amis, il fallait que je sorte en tant que Côte d'Ivoire pour vous parler. Et je profite pour dire aux populations au niveau de Diokwe, là où se trouve actuellement le président Laurent Gbagbo, de comprendre le contenu du message. Message d'apaisement. Il faut comprendre ce message d'apaisement, de cohésion sociale surtout. Il y va pour porter un message de conciliation, de réconciliation des différentes sensibilités culturelles, ethniques, politiques et autres. C'est ce pourquoi il est là-bas. Il n'est pas là-bas à des fins politiques, non. Et je vous demande, à vous qui écoutez cette vidéo, de comprendre donc tout l'enjeu de cette visite et de les inscrire pratiquement dans le cadre de
de la reconversion des mentalités, de la reconversion positive des mentalités. C'est ce que vous devez comprendre par rapport aux enjeux de cette visite. Il faut calmer les ardeurs et être réceptif au type de message qui sera porté par le président Laurent Gbagbo lors donc de sa visite, je crois que c'est du 7 au 10, je pense bien, hein, dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Laissez les rancœurs, comme on l'a dit, laissez les rancœurs. On ne peut pas construire une politique de développement sur la base des rancœurs. Il faut laisser cela. Mais pour ma part, je l'ai dit, il faut certes pardonner, il faut certes se réconcilier, mais il ne faut pas oublier d'où nous venons. Et c'est pourquoi je viens de faire cette vidéo pour leur dire, on est en train de se réconcilier, on est en train de reprendre, le revivre ensemble, mais attention, nous avons une histoire qui est gravée dans les marbres, dans l'imagerie collective du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ce que je viens de vous présenter. Donc, vive la réconciliation en Côte d'Ivoire. La réconciliation par les fils et les filles de ce pays-là, c'est ce que nous encourageons. Mais il était donc important que nous revenions comme ça de temps à autre sur ce qui s'est passé parce que c'est ce qui constitue l'histoire de ce pays. Merci à vous, Koti Touré. Merci à vous qui étiez là. On est ensemble. Merci, 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 merci. Faites-moi une capture d'écran. Merci à vous tous, en tout cas, qui étaient là. Je crois qu'il y avait pratiquement, si je pense bien, 500 personnes, si je pense bien. Parce que je n'ai plus la possibilité de voir. On va revenir sur Serge Kassi rapidement et puis on va revenir sur Serge Kassi. Voilà. Qui avait annoncé le premier chiffre. Merci beaucoup à vous tous. Ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Merci, 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 merci beaucoup à vous tous. Isaac Ango soit salué. Merci beaucoup à vous tous. Mettez les cœurs, je vois assez de têtes de monde, c'est les sauvages qui le font. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On écoute Serge Kassi et puis on se sépare. Allô Diokwe, soit Serge Kassi soit salué pour avoir continué cela dans une musique. Merci infiniment. Ils ont tiré mes frères à Diokwe. Allô Diokwe. Ils ont tiré mes frères à Diokwe. Allô Diokwe. Diokwe. Voici Serge Kassi. Tout le monde le connaît déjà, hein? On n'a plus besoin de vous le présenter. C'est Serge Kassi, hein? On n'a plus besoin de vous le présenter. Hein? Je n'ai aucun droit sur la musique, hein, s'il vous plaît. Oui, François Baktan, tu me prends après sur WhatsApp. François Baktan, tu me prends sur WhatsApp et puis tu m'envoies tout, voilà, tout, le magma. Tu m'envoies ça après. Baktan. Zay. Oh, Dieu. Merci beaucoup à vous tous. Merci. On est ensemble. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. On est ensemble. Merci. C'était donc le Fédéral 001, activiste politique, membre de Génération et Peuple Solidaire. On est ensemble. Activiste pro Côte d'Ivoire, panafricaniste. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao. Merci.